Bienvenue à ce live et ce débat donc entre Natacha Polony et Michel Onfray. C'est un peu bizarre pour moi d'animer un débat devant mon ordinateur, mais bon, je l'ai mis à Stram. Alors, pour commencer, je vais présenter notre invité. Donc, Michel Onfray, je ne sais pas si vous êtes encore à présenter. Donc, vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages et aussi fondateur de l'Université populaire de Caen. Et vous êtes en train de fonder une revue qui s'appelle Front Populaire. Et donc vous allez débattre avec Natacha Polony, notre directrice de rédaction, également donc journaliste, également essayiste et chroniqueuse par ailleurs. Alors le thème de ce débat est le monde d'après. Avant de parler du monde d'après, moi j'aimerais qu'on commence en parlant du monde de maintenant. En fait, la crise a été l'occasion de nombreux commentaires. Chacun y a un peu vu midi à sa porte. Les souverainistes y ont vu une crise de la mondialisation. Les écolos y ont vu une crise du productivisme. Les libéraux ont avancé que c'était la preuve qu'il y avait trop d'États puisque ça a démarré en Chine, un État fortement étatique et autoritaire. Certains pensent que la mondialisation nous a aidés puisqu'elle a permis une certaine coopération internationale. Bref, en fait, chacun a vu dans la crise peut-être la confirmation de ce qu'il voulait voir. Et j'aimerais bien que vous nous disiez ce que de quoi cette crise est-elle le nom selon vous? Je vais commencer par vous, Michel. Oui, bonsoir à tout le monde, à tous les participants et tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Moi, je crois que tout ce que vous avez dit est vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'il y aurait une lecture qui exclurait toutes les autres parce que les souverainistes ont raison de dire que c'est l'effondrement du modèle européen et maastrichtien, mais en même temps, les libéraux ont raison de dire qu'effectivement, il y a trop d'États et que l'administratif ou l'administration, la bureaucratie, tout ça pesait extrêmement lourd. Les écologistes ont bien sûr raison de dire que le productivisme à outrance est une catastrophe, etc., etc. Donc moi, je prendrais tout ça en bloc en disant tout le monde a raison. Personne n'a raison tout seul, et si on veut vraiment faire un diagnostic de ce qui est advenu, eh bien effectivement, il faut que chacun balaye devant sa porte en disant nous les libéraux, on s'est trompé là-dessus, nous les souverainistes aussi, on s'est trompé là-dessus, nous les écologistes, pour qu'on puisse faire une lecture globale qui nous permettrait de dire effectivement il y a eu un effondrement, tout le monde l'a vu, et qu'on puisse en faire une description nette, claire et précise. Natacha? Je pense d'abord qu'il faut se demander qui, jusqu'à présent, a expliqué que dans cette crise, chacun voyait midi à sa porte, que dans cette crise, chacun avait interprété en fonction de ses propres biais. Parce que moi, cette phrase-là, je l'ai entendue surtout de la part de gens qui avaient soutenu systématiquement le système qui nous a conduits là. Et très souvent, cette façon de dire « Ah oui, mais attention, chacun interprète à sa manière, selon ses propres biais idéologiques », c'est une façon de dire « Je me suis planté, mais les autres aussi se plantent ». Et il ne faudrait quand même pas que d'autres aient une réponse à cette crise. Donc, je me méfie beaucoup de ce genre d'interprétation. Et là où je rejoins Michel, c'est sur l'idée qu'on n'a jamais raison tout seul et qu'en effet, il y a différents éléments qui se conjuguent dans cette crise, bien entendu. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il faudrait sectionner les différentes parties du paysage idéologique. Les souverainistes, je ne sais pas ce que c'est, les souverainistes. Ouais, il y a différentes manières de penser la souveraineté. Je ne sais pas ce que c'est que les écolos. Il y a des dizaines de manières de penser la question écologique, le rapport à l'environnement et les causes mêmes de cette question environnementale. Donc, je pense qu'il faut observer la crise telle qu'elle est. Je pense que beaucoup de citoyens ont d'abord, en premier lieu, eu l'impression que cette crise était amplifiée par la mondialisation. Il ne s'agit pas de dire que c'est la mondialisation qui a créé le virus, c'est pas non plus la pollution qui a créé le virus, non. En revanche, la mondialisation a provoqué cette interdépendance qui permet un effondrement des économies quand il y a un virus de cette sorte. Et ensuite, ce système qui s'est effondré est aussi celui qui s'appuie sur la division mondiale du travail, donc sur des échanges qui détruisent totalement la planète. Donc, je pense que ça, c'est une observation
qu'ont fait beaucoup de citoyens avec ce constat, et là aussi je rejoins Michel sur la question de l'État, ce constat qu'on a avant tout vu, là aussi, un naufrage de l'administration et de l'État. Ça ne veut pas dire que l'État sert à rien. Ça veut dire que là, en France, nous avons été confrontés à une problématique spécifique qu'il faut analyser. Voilà, et c'est tous ces biais-là qu'il va falloir interroger pour essayer de comprendre exactement où nous en sommes, ce que cette crise nous dit de l'état de notre système économique et politique. Du coup, est-ce que vous diriez tous les deux que la crise a été, on va dire, a permis une certaine prise de conscience? Est-ce que il y a une forme de prise de conscience de nos politiques, de nos citoyens, qui voient ce qui ne va pas, et est-ce que ça a été identifié selon vous? Ah oui, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que là, c'était des travaux pratiques grandeur nature. Ça fait des années que les souverainistes, par exemple, disent un certain nombre de choses qui restent éminemment théoriques, qui plus est quand le traité de Maastricht n'avait pas encore eu lieu. On disait que c'était des nationalistes, des bellicistes, des guerriers, des gens qui voulaient replier la France sur elle-même, installer des barbelés, installer des miradors, faire un État policier. Et puis d'un seul coup, on découvre que le souverainisme, c'est pas la caricature qu'en faisaient les ennemis du souverainisme, mais c'est très exactement la possibilité de dire nous produisons ce dont nous avons besoin, et par exemple en matière de masques, eh bien nous avons une autonomie. L'autonomie et la souveraineté, c'est exactement la même chose. Donc on peut très bien dire, le chef de l'État devrait avoir le souci de son peuple, de sorte qu'il puisse dire, puisque effectivement les pandémies sont annoncées depuis des années par des essayistes ou des journalistes ou des scientifiques qui nous expliquent effectivement qu'y compris le dégel du permafrost, tout ça effectivement nous mène devant des pandémies à venir ou des épidémies qui sont inévitables. On dit toujours que gouverner, c'est prévoir, et prévoir, c'est dire, eh bien, effectivement, si les pandémies arrivent, nous aurons la possibilité d'y répondre de telle ou de telle manière. Le masque, par exemple. Et quand tout ça arrive, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de chef de l'État, donc. Ensuite, il y a de l'idéologie, et rien que de l'idéologie, c'est-à-dire pas du tout d'intelligence de ce qu'est gouverner et surtout protéger son peuple. Chacun se souviendra qu'un chef de l'État nous a fait savoir que le confinement ne servait à rien, que les frontières ça n'existait pas, que le virus ignorait les frontières. Et maintenant, on s'aperçoit effectivement qu'il connaît tellement les frontières, les virus, que finalement, ce sont les frontières des départements qui lui sont soumises. Donc, il y a des départements rouges, il y a des départements verts, il y a des frontières entre ces départements, et on se dit, bah voilà, de quoi ont-ils l'air ces gens qui nous disaient qu'il n'y avait pas de frontières? Donc, il y a eu une impéritie généralisée qui fait que les Français ont pour le coup compris que si nous avions des masques, mais nous les avions parce qu'ils étaient chinois et qu'il fallait les commander en Chine, mais qu'en Chine il y avait une épidémie ou une pandémie et que donc nous n'aurions pas de masques, ils découvrent ce que c'est qu'être souverainiste et souverain. Un souverain, un personnage souverain, c'est quelqu'un qui dit « moi, j'ai fait le nécessaire pour que on puisse protéger le peuple, il y a donc des masques ». Et bien donc, ici, on était contaminé par un virus qui venait de Chine. La seule façon de se protéger de ce virus, c'était un masque, et ce masque était très précisément produit en Chine, là où même avait lieu l'épidémie. Qu'a-t-il pouvoir? Il aurait très bien pu dire, le chef de l'État, écoutez, nous avons perdu le chef de l'État, Emmanuel Macron, aurait très bien pu dire, je suis pas responsable et coupable de tout ce qui advient dans ce pays, ça fait 2 ans que j'y suis, eh bien, ça n'est pas moi qui ai rendu possible la destruction des masques, c'est un gouvernement qui était celui de François Hollande et de Marisol Touraine, nous n'avons pas fait le nécessaire sur ce terrain-là, plutôt que de dire, le masque, ça sert à rien. Tout le monde a compris qu'on était un peu ridicule quand on a dit, le masque ne sert à rien et qu'aujourd'hui, on est en train de se demander si on va pas le rendre obligatoire. Et il aurait fallu dire, cette impéritie, elle est susceptible d'être, on peut y répondre avec une mobilisation citoyenne. Les citoyens vont pouvoir faire des masques. Je vous invite, un peu à la Churchill, à fabriquer des masques, à les porter au plus vite. Et les masques, ça se fabrique comme ça. Et à la télévision, on expliquait comment, de quelle manière, etc. On mobilisait d'une certaine manière le peuple pour faire de telle sorte que l'impéritie des gouvernants maastrichtiens, pour le coup, puisse être réglée. C'était quelque chose qui était susceptible d'être fait. Ça n'a pas été fait. Donc on a bien vu que la France n'était pas souveraine, qu'elle n'est pas capable de faire des stocks pour protéger son peuple, que les masques qui nous arrivaient de Chine, certains arrivaient détruits, souillés, et que effectivement on était dépendant de ce pays-là. Le souverainisme, d'un seul coup, les gens ont compris que produire en France, qui ne veut pas dire ne pas s'associer avec les autres pays ou les autres nations, c'est effectivement la certitude de pouvoir être autonome et de pouvoir faire la politique pour laquelle théoriquement on a mandaté un chef de l'État. Oui, je pense que c'est la question de la souveraineté est revenue au cœur des problématiques, mais d'ailleurs, elle revient en fait très souvent. C'est-à-dire que c'est aussi cette question de la souveraineté qu'on a vu surgir d'une autre manière avec l'épisode des Gilets jaunes. C'est-à-dire que on arrive à un moment où ce mot souveraineté, qui avait été banni du vocabulaire politique,
reprend ses lettres de noblesse, mais pas parce qu'il y aurait justement des idéologues qui essaieraient de pousser ce bout, mais parce qu'en effet, et là Michel a raison, c'est ce qui apparaît clairement quand on regarde avec un tout petit peu de bon sens la situation, à savoir que même si on est pour la coopération internationale, pour le multilatéralisme, c'est-à-dire que même si on n'a aucune intention de se dire qu'on peut vivre tout seul sans les autres, l'évidence, c'est qu'il ne peut y avoir de coopération que quand on ne dépend pas des autres. Et que là, en l'occurrence, nous nous sommes pendant des décennies rendus dépendants de non seulement d'autres pays, mais de systèmes extrêmement complexes, de mécanismes industriels qui aujourd'hui nous empêchent et empêchent notre État de répondre à la demande des citoyens et de préserver le bien commun. Et c'est ça qui apparaît au grand jour avec cette crise. Et en fait, c'est quelque chose qui a surgi dès le départ à travers la problématique industrielle, en effet, pas de masques, pas de tests, pas de respirateurs, et nous avons tous pu constater que les pays qui s'en sortaient le mieux dans cette crise étaient ceux qui avaient préservé une indépendance industrielle, une capacité à produire, parce que il s'agit pas ce n'est pas magique, c'est tout simplement que face à un virus, il y a des armes dont on a besoin, il y a des outils qui permettent de se protéger, et en effet, le gouvernement a toujours réagi avec un coup de retard, et surtout avec un mensonge, et c'est bien ce qui est problématique. C'est-à-dire que sur les masques, il y a eu mensonge. Pour ne pas dire que nous manquions de masques, le gouvernement nous a expliqué que ça ne servait à rien. Alors, il y a d'ailleurs deux éléments, parce que Michel évoquait les masques, et il évoquait aussi cette phrase que moi je trouve absolument inénarrable, c'est « ce virus n'a pas de passeport ». Enfin, ce virus n'a pas de passeport, mais les gens qui portent le virus, parce qu'ils ne se baladent pas tout seuls, ils ont un passeport. Donc, et encore une fois, la question n'est pas de savoir s'il faut se barricader derrière des frontières. Mais cette phrase, ce virus n'a pas de passeport, relève de l'idéologie pure. C'est-à-dire que c'est une pétition de principe qu'on lance pour dire qu'il y a des outils qu'on n'utilisera pas parce qu'ils ne sont pas acceptables par une certaine idée du bien. Et donc, on se dit qu'il ne faut pas fermer les frontières. Or, cette phrase a été maintenue même à un moment où tous les pays européens, l'Allemagne, fermaient leurs frontières. Je ne pense pas que l'Allemagne ait sombré dans une forme de populisme épouvantable, et pourtant l'Allemagne a fermé sa frontière avec la France. Donc, il y a eu à la fois une incurie, une imprévision, et une forme d'idéologie maintenue envers et contre tout. Et je pense que ces deux éléments seront à analyser. En revanche, face à cela, face aussi à l'absence de bon sens total qu'on a vu de la part d'une certaine administration, de la part des ARS par exemple, en gros, toute cette sphère qui a eu à gérer concrètement la bataille et qui a réagi en essayant d'appliquer des normes qui étaient celles des temps apaisés et qui n'a pas été capable de se mettre en route. Tout cela a provoqué de la part de beaucoup de citoyens l'idée d'abord que la France était un pays qui était en voie de déclassement, et ça crée une inquiétude profonde de la part de beaucoup de citoyens, mais aussi cette idée qu'il fallait en effet s'en sortir, se retrousser les manches. Et il y a eu tout un mouvement d'autonomisation de beaucoup de Français qui se sont dit on va se débrouiller, on va pas crever sur place, on va s'en sortir, avec des élans admirables de créativité, de solidarité, et ça va en effet de la fabrication de masques à je sais pas, tel patron qui réussit à faire marcher son entreprise, tel professeur qui invente une pédagogie à distance. Il y a eu énormément d'actions. La question est de savoir comment on utilise cette autonomie des individus, cette capacité à agir, et comment, à côté de ça, on répare cet État dont on a besoin, parce que je pense que c'est pas sain que l'État s'effondre. Je pense qu'il n'est jamais sain que la puissance publique qui est censée garantir l'égalité entre les citoyens, rééquilibrer quand il y a des problèmes, surtout l'impossibilité pour certains d'être autonomes parce qu'ils n'en ont pas les moyens, eh bien, il n'est pas sain que cet État-là s'effondre. Or, c'est tout cela qu'il va falloir penser après. Revenons justement sur la question de l'État et de l'autonomie. Quelque chose est assez frappant, c'est que d'un côté, l'État s'est montré incapable de gérer la crise
avec que ça soit d'un point de vue sanitaire avec les hôpitaux, mais aussi on a vu que le gouvernement avait été pris de court, a pu dire des choses contradictoires, etc. Et en même temps, on a l'impression que l'État continue de vouloir tout régir dans nos vies, c'est-à-dire imposer des règles uniformes sur l'ensemble du territoire, alors qu'on sait très bien que entre être en Seine-Saint-Denis avec une urbanisation assez dense et au fin fond de l'Ardèche, les risques ne sont pas les mêmes. Interdire les randonnées, par exemple, alors que c'est quand même l'endroit par excellence où les gens peuvent marcher loin les uns des autres, puisqu'il n'y a pas d'attroupement qu'on fait des randonnées, à moins qu'on m'ait caché quelque chose. Voilà, est-ce que on n'a pas vu quelque chose qui est un peu très français, d'un État qui d'un côté n'y arrive plus et en même temps veut tout régir et veut étouffer notre autonomie? Oui, alors il faut vraiment penser l'État, parce que l'État c'est une machine tout à fait particulière qui est nécessaire. Et depuis Philippe le Bel, nous avons un État centralisateur jacobin qui a une capitale, au sens étymologique la tête, hein, et cette capitale, elle est à Paris. Et les provinces existent de manière secondaire, les provinces, les campagnes, etc. Et là, on a d'un seul coup découvert la campagne. On a d'un seul coup découvert le petit peuple, c'est-à-dire que tous ces énarques, tous ces gens qui ont fait Sciences Po, tous les rédacteurs en chef des journaux, etc., sont partis dans leur maison de campagne et ont découvert les vertus de la campagne. D'un seul coup, ils avaient des jolies maisons, ils découvraient l'avantage et l'intérêt des endroits propres, sains, avec de la lumière, de la clarté, un air intéressant, l'air du large, la campagne, etc., les bons produits, les marchés. Je crois qu'ils sont 1 million à avoir quitté Paris. C'est un exode intéressant, et c'est-à-dire en gros la France d'en haut, les gens qui exercent le pouvoir, ils sont tous partis en province, ils ont découvert les paysans, les ploucs, les pécores, etc. Moi j'aime la Gironde parce que la Gironde avait un programme, alors c'est compliqué, on va pas rentrer en pourrait, hein, mais rentrer dans un détail concernant la Révolution française, mais il y avait 83 départements à l'époque, et le programme des Girondins n'est pas ce que les Jacobins en ont dit, puisque c'était leurs ennemis, c'était de dire que le pouvoir devait être régional. Il devait y avoir des parlements, par exemple, provinciaux. Ça, c'est moi qui ajoute ce genre de choses. Il y avait donc 83 départements et ils estimaient, les Girondins, que Paris devait peser 1/83e de la représentation nationale. Alors que finalement, dans un État jacobin comme le nôtre, il pèse quasiment la totalité du poids. Et donc, on décide à Paris, enfin encore que, on décide à Bruxelles et on donne un coup de fil à Paris, et à Paris, on dit maintenant, vous allez infliger ça à toute la population française, et on dit, ça va être la même chose pour tout le monde. Donc, effectivement, un confinement dans des villes où vous avez une densité démographique incroyable et un confinement dans un département où vous n'avez personne, on a dit, on ne veut pas le savoir. À Paris, on a décidé que c'était comme ça. Hervé Morin, qui est le président de ma région, en Normandie, a fait des choses extrêmement intéressantes parce qu'on a entendu une voix régionale, régionaliste et en même temps girondine. Il a dit, mais laissez-nous d'autonomie. On est capable de gérer nous aussi et on peut prendre des initiatives. Pas question, pas du tout. Il y a donc des incohérences et des inconséquences. On voit bien que quand il s'agit d'aller dans un supermarché, on peut y aller sans difficulté. Quand il s'agit d'aller à la messe, ça n'est pas possible. Quand il s'agit de se retrouver sur des plages, c'est pas possible. Quand c'est sur le canal Saint-Martin, c'est possible. Et on se dit, mais comment l'État peut-il laisser faire ces choses-là, puisque cet État-là, plus personne n'y croit. Donc on ne croit plus à l'État simplement parce que l'autorité de l'État est morte. Moi, quand j'étais gamin, on avait peur du gendarme. Aujourd'hui, on l'insulte, on le méprise. Éventuellement, on le frappe, on le cogne, on le tabasse, on l'attend. On cogne tout ce qu'il y a aujourd'hui des uniformes. Ça va jusqu'aux pompiers, mais ça va aussi jusqu'aux médecins. Donc, il n'y a plus du tout de respect de l'État pour une raison bien simple, c'est que l'État ne s'est pas rendu respectable. Moi, pendant tout ce confinement, j'ai reçu des lettres des impôts. C'est bizarre, l'État fonctionne très bien, la Poste fonctionne très bien quand il s'agit de m'envoyer des déclarations d'impôts. Pour le reste, rien du tout. Hein. Mais on se dit effectivement, si l'État jacobin ne fonctionne que pour la répression, ne fonctionne que pour dire, voilà, les bureaucrates, les administratifs, les eurocrates de Paris ont décidé que ce serait comme ça qu'il faudrait se comporter en province, mais les gens disent, on n'obéira pas à cet État-là. Et on peut restaurer une confiance dans l'État si l'État fait vraiment son travail, c'est-à-dire s'il n'est pas l'instrument de domination du capital, s'il n'est pas l'instrument de domination des puissants, s'il n'est pas l'instrument de transmission, la courroie de transmission de l'État maastrichtien qui vise lui-même une espèce de gouvernement planétaire et d'État universel, mais si l'État est là au service du peuple, en disant nous allons effectivement laisser aux gens compétents, moi je défends le principe de l'autogestion, vous savez que je suis sur des logiques d'anarchie positive pour le dire dans le vocabulaire de Proudhon, en disant mais laissez faire les gens, là où ils sont, ils ont des idées, en province ils ont des idées,
les gens qui ont pris l'initiative de faire des masques, par exemple, eh bien, ils ont tout de suite eu la bureaucratie qui est arrivée en leur disant vos masques ne sont pas homologués, si vous voulez les vendre, eh bien, il va falloir une homologation. L'homologation, ça coûte un prix fou. Et puis d'un seul coup, est-ce que vous aurez les normes européennes? Cette Europe qui fait faillite dans cette aventure nous dit qu'elle veut dire que le masque aura bien un tampon pour qu'on puisse le vendre. Il faut relaisser de l'initiative individuelle, il faut relaisser de l'initiative aux communes. Je crois au communalisme, je crois au régionalisme. Donc laisser faire des maires, laisser faire des présidents de région, plutôt que de dire l'État jacobin a décidé et le préfet nous dit c'est ainsi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc il y a une faillite de l'État parce que si on veut être respecté, il faut être respectable. Depuis très longtemps, l'État ne se rend pas respectable parce qu'il n'est là que pour mettre des amendes, que pour fliquer, que pour et pas du tout pour défendre une politique d'autonomie qui serait celle qu'une réflexion girondine, je dirais, nous permettrait d'imaginer. On pourrait refaire l'État français avec des options girondines qui laisseraient de la place au communalisme libertaire, de la place au régionalisme, avec des parlements provinciaux, plutôt que de laisser les présidents de région s'occuper du remplissage des chemins, de 2 ou 3 choses qui font qu'il n'y a pas d'autonomie ou de véritable indépendance. Il faut que les gens puissent s'auto-gérer. Pour s'auto-gérer, il faut des instruments, et ce peuvent être ces instruments des parlements régionaux, ce peuvent être aussi des espèces de maisons du peuple qu'on pourrait constituer aussi bien dans les villages, dans des communes ou dans des départements. Moi, je défends les départements depuis toujours, et Natacha le sait très bien, et il y aurait la possibilité de remobiliser le peuple qui se dirait « Ah, enfin, un État qui serait le nôtre », et non pas qui serait l'instrument de notre exploitation ou de notre domination. Natacha? Oui, je pense que la question en fait qui surgit une fois de plus, et là encore, elle a déjà surgi avant, c'est celle qui a surgi au moment des Gilets jaunes, c'est celle qui surgit de plus en plus violemment à chaque crise, c'est la question démocratique, tout simplement. Parce que ce que dit Michel là, c'est quand il constate que l'État est au service de certains intérêts, que l'État est concentré dans les mains d'une élite qui considère qu'elle sait mieux que les citoyens, c'est tout simplement un problème démocratique majeur. Et c'est ça aussi qui a été extrêmement frappant dans cette crise, c'est le fait que ceux qui incarnent cette haute administration sûre d'elle-même dominatrice, eh bien, ont montré à quel point ils portaient un mépris effarant aux citoyens. Et encore une fois, l'affaire des masques est emblématique là-dessus, c'est-à-dire que c'est quand même une façon extraordinaire de prendre les gens pour des cons, d'expliquer que les masques ne servent à rien parce que les gens ne vont pas savoir les utiliser. Et de même, le coût des normes sur les masques est là aussi un emblème extraordinaire. Faire payer une norme 1 500 €, parce que l'homologation, la norme AFNOR, c'est 1 500 €, ça veut dire qu'une fois de plus, on applique une logique qui n'est valable que pour la production industrielle à des gens qui, au contraire, se sont retroussés les manches dans l'urgence et ont commencé à produire. Et donc, on coupe toute autonomie pour essayer de remettre en place des processus industriels contrôlés qui vont faire quoi? Qui vont enrichir tout simplement les représentants de cette industrie. Donc derrière ça, il y a en effet un État qui n'est plus l'émanation de la volonté des citoyens. La question est à se poser et de savoir depuis combien de temps. Alors, et en effet, il y a la tradition jacobine, en tout cas centralisatrice française, dont on peut considérer qu'elle a, à un moment, et pendant longtemps, été utile. Elle a servi avec ses excès, avec ses éléments insupportables, mais on peut considérer qu'elle a permis à la France d'être une nation organisée, administrée, et ça peut être acceptable. Nous constatons tous que c'est aujourd'hui totalement contre-productif, que nous sommes arrivés depuis longtemps au bout de ce processus et que ce pays n'est hyper administré que dans un sens qui va vers celui de la paralysie. C'est-à-dire qu'en fait, plus les politiques se sont dessaisis de leur pouvoir, et alors là très volontairement au profit de la sphère économique, à partir de la fin des années 70 et de la vague néolibérale qui s'est imposée un peu partout et qui a gagné idéologiquement tout le paysage politique. Donc plus les politiques se sont dessaisis et plus l'État, pour compenser son impuissance, a grossi et a développé cette inflation de normes qui interdit l'exercice du bon sens et de l'intelligence par les citoyens. Or, c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Parce que ce que nous constatons
dans cette crise comme en temps normal, mais c'est encore plus flagrant là, c'est en effet donc un État qui étouffe les initiatives, qui ne les met en place qu'au profit, ne met en place qu'au profit des plus gros et écrase les petits, mais qui, à côté de ça, est incapable de rééquilibrer les inégalités. Et c'était, je cite la crise des Gilets jaunes, parce que c'est là aussi c'était frappant, c'est-à-dire l'absence totale d'aménagement du territoire depuis des décennies est exactement le signe de cet abandon, de ce recul de l'État dans ce qui devrait être son rôle principal. Je pense que c'est la question cruciale, la façon dont on aménage le territoire, c'est-à-dire la façon dont on fait en sorte que la richesse n'aille pas à la richesse, que chacun ait la possibilité, là où il est, d'exercer sa liberté et de réussir pleinement en fonction de ses possibilités. Or, ce n'est absolument pas fait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des territoires entiers qui se vident totalement, et à côté de ça, des gens qui vont s'entasser dans des banlieues interminables autour des métropoles. Donc, les conséquences de ce recul de l'État sont absolument immenses. Et je pense que la question à repenser, c'est celle en effet, de l'idée d'un État qu'on pourrait dire girondin, en tout cas une véritable décentralisation, tout simplement sur des bases démocratiques. C'est-à-dire comment on fait pour que à chaque échelon territorial, dans chaque strate de l'identité des individus, il puisse y avoir une organisation véritablement démocratique. Je pense que chacun de nous construisons à travers différentes strates identitaires. La commune en est une, c'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu d'exercice de politique de la vie. Il y a l'échelon du département qui est un échelon d'administration et qui n'a fait que reprendre l'échelon qui était celui des anciens évêchés, d'où la taille à peu près. Il y a l'échelon régional et nous nous sentons aussi appartenir à ça, sauf que là on va avoir un problème, c'est que la réforme régionale qui a été faite par François Hollande est absolument aberrante. Elle a détruit absolument tout lien entre les régions et les territoires. Et elle a été faite uniquement pour faire plaisir à des hiérarques du Parti socialiste. Moralité, vous avez des territoires qui ont les mêmes problématiques qui se retrouvent dans des régions différentes. Par exemple, vous avez Limoges qui est prié de se tourner vers Bordeaux, alors que de l'autre côté, dans le Cantal, on va être obligé d'aller regarder du côté de Lyon. Tout ça est absurde. Ça n'a jamais été pensé en fonction de la vie des gens. Donc, je crois qu'il va falloir retravailler tout cela, en même temps qu'une constitution qui, là aussi, permette véritablement l'expression démocratique des citoyens. Et c'est ça que nous touchons du doigt aujourd'hui. D'accord. Donc, on a beaucoup analysé le monde d'avant. On va tenter donc de passer au monde d'après. Une idée est beaucoup revenue dans les médias, un mot est beaucoup revenu, démondialisation. D'ailleurs, on a vu Arnaud Montebourg, qui avait été le candidat de la démondialisation en 2011, interrogé un peu partout. Est-ce que pour vous, j'imagine qu'une démondialisation est souhaitable? Et ensuite, est-ce qu'elle est possible et comment la mettre en œuvre? Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons été trop loin dans cette mondialisation et qu'il n'est même plus possible de faire machine arrière. Non, mais la mondialisation est inévitable. Ça n'aurait aucun sens de refuser la mondialisation. Simplement, il y a des mondialisations libérales qui ne sont pas forcément le fin mot de la mondialisation. C'est-à-dire, depuis que l'homme est homme, il circule, il se déplace. Tous les peuples, toutes les races se sont constituées avec des déplacements en Sibérie, les détroits de Bering, etc., enfin, qui à l'époque étaient praticables à pied. Tous les peuples qui ont colonisé par la suite, que ce soit l'Amérique du Sud, par exemple, l'île de Pâques, etc., on voit bien qu'il y a eu des migrations, des déplacements et qu'il y avait une mondialisation. On déplaçait avec soi des animaux, des techniques, des pratiques, et c'est indispensable qu'il y ait cette mondialisation. Ça n'aurait aucun sens de dire il faut que le monde se fige et qu'il ne bouge plus et que chacun reste chez soi fermé complètement sur sa petite cellule, sa petite tribu, sa petite ethnie, sa petite région, son petit pays. Ça n'a aucun sens. En revanche, la mondialisation, si elle est libérale, eh bien on voit ce que ça donne. C'est quoi la mondialisation libérale? C'est de dire par exemple, on a eu récemment cette illustration terrible de Sanofi disant
il va y avoir s'il y a un vaccin, eh bien, il sera prioritairement pour les Américains. Je dis, mais l'intérêt général, il est où dans cette aventure? C'est l'argent qui fait la loi. Dans la mondialisation libérale, c'est l'argent qui fait la loi, et si la mondialisation est mauvaise, c'est parce que l'argent il fait la loi. Si c'est une mondialisation des coopérations, des mutualisations, des fédérations, si c'est une mondialisation qui suppose des contractualisations entre des pays, mais aussi entre des chercheurs, entre des intellectuels, entre des hommes politiques, éventuellement entre des syndicalistes, entre des jeunes, par exemple, tout le monde adore Erasmus, et tout le monde a raison d'adorer Erasmus, mais ces coopérations qui peuvent être européennes, mais qui peuvent être aussi planétaires, il faut les vouloir. On ne peut pas aujourd'hui, par exemple, lutter contre le sida ou le cancer, par exemple, mais aussi contre ce virus, si on dit on va rester tout seul. Le souverainisme, c'est l'art d'être libre chez soi, mais aussi libre des contacts qu'on veut nouer et avec qui on veut les nouer. Donc il faut que la mondialisation soit faite par des États souverains qui décideront que l'intérêt général, la protection des peuples, doit faire la loi et pas les bénéfices. Si la mondialisation est une catastrophe, c'est parce que ce qui prime dans la mondialisation, ce sont les dégagements de bénéfices considérables. La paupérisation généralisée qui existe, des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, des pauvres de plus en plus pauvres, de plus en plus nombreux, ça c'est le produit non pas de la mondialisation, mais de la formule libérale de la mondialisation. Donc on doit pouvoir inventer une autre formule à la mondialisation pour que les gens, les pensées, les idées, les bateaux, les avions, enfin que tout le monde puisse circuler, mais qu'en même temps, ce ne soit pas l'argent qui soit en ligne de mire, les profits ou les bénéfices, mais qu'on puisse justement penser en termes d'intérêt général et de bien public. C'est normal qu'un chef de l'État comme Trump puisse dire les Américains d'abord. Et c'est sidérant que ça il peut être pris comme une espèce d'insulte qu'un chef de l'État puisse dire je vais protéger mon peuple. On a dit mais qu'est-ce que c'est que ce type dangereux, etc. Alors si maintenant les chefs d'État doivent dire mon pays derrière, avant l'Europe, par exemple, et puis finalement les marchés et l'argent avant le pays, ça n'a pas de sens. Donc la mondialisation n'est pas problématique, c'est sa seule formule libérale. Il faut donc conduire une politique qui, pour le coup, nous permettrait de dire la mondialisation étant inévitable, voyons comment on peut faire ceci ou faire cela. Par exemple, pour travailler, les syndicalistes pourraient travailler, par exemple, avec d'autres pays, plutôt que de dire alors les migrants, on les prend pas. Si vous ne les prenez pas, c'est que vous êtes un raciste. Si vous les prenez, c'est que vous êtes un progressiste. Mais c'est pas ça le problème. Il faut des coopérations internationales et planétaires. On ne peut pas vider les pays africains, par exemple, de leurs médecins, ou de leurs ingénieurs, ou de leurs techniciens, ou de leurs journalistes, ou de leurs intellectuels. Si c'est ça qu'on veut, alors disons-le. Donc on va continuer une espèce d'impérialisme. Mais si on veut au contraire des coopérations, des mutualisations et des mondialisations, pour le coup, elle pourrait être heureuse, mais eh bien, pensons-les non pas dans la perspective de l'argent et des finances et des profits ou des bénéfices, mais pensons-là en termes d'intérêt général, de bien public, et puis aussi de constitution de civilisation et de dialogue entre les civilisations. Pour l'heure, les civilisations, elles s'entrechoquent. Huntington avait raison, contrairement à tout ce que les intellectuels maastrichtiens ont pu dire à l'époque. Il y a des blocs, le bloc chinois, le bloc indien, le bloc asiatique, même le bloc russe d'une certaine manière, slave, le bloc européen, etc., etc. Tous ces blocs-là ne discutent pas, ils s'affrontent sur un terrain économique qui est l'occasion de continuer la guerre. Des coopérations sont possibles ou pensables, et si on a des mondialisations qui envisagent les coopérations, alors je ne suis pas du tout contre la mondialisation. En effet, on peut distinguer la mondialisation qui est un fait, c'est-à-dire l'augmentation des échanges qui est due aux techniques, tout simplement, et notamment à toutes les technologies numériques, et ce qu'on peut appeler la globalisation, c'est-à-dire ce projet politique de la constitution d'un marché unique mondial dans lequel certains pourraient user de leur puissance, de tous les rapports de force possibles pour imposer une dérégulation et donc aller vers un libre-échange généralisé, la division mondiale du travail qui permet en fait à certains de s'enrichir, à des intermédiaires, de toujours payer moins cher la main-d'œuvre, puisqu'on va toujours chercher un pays encore moins cher qui va permettre de faire baisser les prix. C'est tout cela qui se joue. Or, à aucun moment, il n'a été décidé par les citoyens de tel ou tel pays que ce modèle-là devait prévaloir. En France, on ne nous a pas demandé notre avis là-dessus. On nous a expliqué que c'était inévitable. Et on a fait en sorte que les pays, les citoyens des différents pays, soient obligés d'accepter ce système à travers des instances, notamment des instances supranationales, qui, petit à petit, vidaient la démocratie de son sens.
Et en fait, ce système, il repose sur le court terme, sur le dumping social et sur le dumping fiscal, c'est-à-dire que tout l'intérêt est de pouvoir ensuite rapatrier les profits dans des paradis fiscaux. Quand, après la crise de 29, arrive Roosevelt et que Roosevelt met en place un taux marginal d'impôt sur le revenu de 90% pour les plus riches, pourquoi il peut le faire? Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'évasion fiscale. La grande force aujourd'hui de toutes les élites les plus favorisées, les plus riches, c'est qu'elles peuvent justement exercer ce chantage à la fuite dans des paradis fiscaux. Et c'est ça qui permet, et ça a été organisé non seulement à l'échelle mondiale, mais au sein de l'Union européenne elle-même, où il y a des paradis fiscaux. Les Pays-Bas sont un paradis fiscal. C'est quand même pas un hasard si un nombre incalculable de multinationales ont leur siège aux Pays-Bas. L'Irlande est un paradis fiscal. Et tout cela permet de faire pression et de réduire petit à petit tout ce qui avait été, tout le compromis politique et social qui avait été négocié à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ce processus, il s'est enclenché à la fin des années 70. Il a atteint son apogée, en gros, à la fin des années 90, les années 2000, et on est aujourd'hui au bout de ce processus. On voit que c'est en train de craquer, tout simplement parce que les classes moyennes, les classes populaires disent « je ne joue plus, je n'en veux plus de cela ». C'est pas une question à la limite de démondialisation, le terme n'est pas assez précis. Il s'agit simplement de réfléchir à ce qui va permettre de créer des échanges qui soient des échanges dans lesquels chacun gagne et qui ne sont pas le fait de ces multinationales déterritorialisées. Parce que ce qui arrive avec Sanofi, c'est ça. C'est-à-dire que Sanofi n'est plus une boîte française, ce n'est plus une entreprise française. Nous sommes dans un système qui a fait en sorte qu'une multinationale qui a un pied dans à peu près tous les pays puisse choisir en fonction du mieux-disant, ce qui ne l'a pas empêché de toucher le CICE quand même, hein, parce que ça, quand on peut avoir de l'argent des États, on le prend. Mais le principe, c'est que l'ensemble, enfin, les politiques de chaque pays ont accepté de remettre les clés dans les mains de ces multinationales à travers donc ces différents processus de dérégulation. Et ça s'est fait aussi bien par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche, hein, parce que Bill Clinton, par exemple, a été un des champions de ce genre de choses, Tony Blair en Angleterre, les privatisations ne se sont jamais aussi bien portées que sous Lionel Jospin. Donc, on a vu, en fait, l'ensemble de la classe politique accepter ce système comme une fatalité. Donc, là, ce qui se présente à nous, c'est cette question: peut-on inventer un autre système? Peut-on remettre en place des régulations? Il ne s'agit pas de s'enfermer derrière des barricades, il ne s'agit pas de se dire qu'on va vivre en autarcie, parce que ce n'est pas possible, parce qu'en effet, les échanges sont sains quand ils permettent de compenser ce qu'un pays ne peut pas produire. C'est exactement la même chose qu'à l'échelle d'une commune, qu'à l'échelle d'une région. Quand on ne peut pas produire quelque chose sur place, on le fait venir et on l'échange avec d'autres. Et c'est d'ailleurs curieux, le principe même de l'Union européenne au départ, parce que bon, on peut parler des biais de construction dans le départ de la construction européenne, et il y en a, mais une chose est sûre, le principe de la préférence communautaire, c'était ça. C'était l'idée qu'on allait créer un vaste marché dans lequel les forces de chaque pays permettraient de compenser les faiblesses d'un autre et on échangerait ensemble entre pays qui avaient à peu près le même niveau économique et social. Là où ça se dérègle, c'est quand on commence à faire rentrer d'abord les Britanniques qui n'ont aucune intention de jouer ce jeu-là et qui s'appuient sur le Commonwealth, et ensuite des pays qui n'ont pas les mêmes normes sociales, qui n'ont pas le même niveau économique. Pourquoi? Parce que ça permet de créer une armée de réserve de salariés corvéables à merci, et donc ça permet de créer, d'abord de délocaliser en interne et de créer un chantage à la baisse des droits sociaux pour toute l'Europe de l'Ouest. C'est ça qui s'est joué. Donc, comment on fait pour revenir là-dessus, c'est-à-dire créer des échanges, parce qu'il n'est pas question d'arrêter d'échanger, mais des échanges qui soient justes, c'est-à-dire qui répondent à des normes sociales et des normes environnementales. Et ça nécessite, je vais prononcer un gros mot, mais de mettre en place une forme de protectionnisme, c'est-à-dire qu'on décide qu'on taxe ce qui ne répond pas aux normes sociales et environnementales qui nous semblent essentielles, et donc ça nécessite de rééquilibrer quand nous estimons qu'il y a une concurrence déloyale. D'accord.
Alors, je vous remercie tous les deux. Vu que le temps passe et que les internautes ont l'air d'avoir beaucoup de questions, en fait, on va passer aux questions. C'est à Étienne maintenant de jouer. Oui, voilà. Alors, Michel, il y a une première question pour vous de la part de Gilles qui s'interroge sur votre initiative Front Populaire et qui se demande si vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette initiative que vous venez de lancer. Oui, bien volontiers. C'est une initiative de mon ami Stéphane Simon au départ, à qui je disais que, comme j'avais été mis à la porte de l'université populaire, puisque le maire de Caen fait le nécessaire pour ne pas me trouver de salle, que l'université de Caen a fait un conseil d'administration pour m'interdire la location de la salle, que un certain nombre d'individus se sont débrouillés, que je me suis fait mettre à la porte de France Culture sans jamais avoir de raison. Donc on voit bien radio d'État, hein, comment ça peut fonctionner. Et je me suis dit, je comprends bien qu'on ait envie de me couper le sifflet. Est-ce que je vais continuer à me taire? J'en ai parlé à Stéphane en lui disant qu'est-ce qu'on peut faire, puisque c'est lui qui a eu également la bonne idée de cette web TV que nous avons constituée, Stéphane et moi et toute l'équipe de Télé Paris. Et Stéphane m'a dit, on va faire une université populaire nomade, on va circuler, on va aller de ville en ville. Et on avait commencé, l'épidémie nous a empêchés de continuer, mais on est allé en Corse, on est allé à Montpellier, on est allé au Liban, on avait d'autres projets. Et puis Stéphane m'a dit, mais on pourrait très bien faire une revue. Et je lui ai dit, mais moi je suis un homme seul, j'ai pas d'argent, je saurais pas faire une chose pareille. Et Stéphane m'a dit, mais on va faire ça ensemble. Et donc on a démarré ce projet-là il y a, plusieurs mois. Donc, c'est pas du tout à l'occasion de l'épidémie, mais d'une certaine manière, Kairos dirait les Grecs, c'est vraiment l'instant propice. Donc, c'est une revue qui souhaite rassembler les souverainistes de droite, de gauche et d'ailleurs, je dirais surtout d'ailleurs. Il y a des individus qui vont à la pêche à la ligne les jours des élections, qui ne votent plus, qui votent blanc, qui votent nul, qui votent n'importe quoi, qui votent pour des petits partis, pour le parti animaliste, que je respecte par ailleurs. Mais c'est pas un projet de société, le bien-être des poissons rouges dans leur bocal. Et on s'est dit finalement quel type de société on pourrait proposer dans cette configuration qui est libérale et dictatoriale et tyrannique. On voit bien avec cette loi Alia qui nous dit aujourd'hui qu'on va supprimer des contenus parce qu'ils ne sont pas politiquement corrects. Enfin, on peut dire vraiment que c'est Orwell, quoi. On est vraiment totalement dans Orwell. J'ai écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Théorie de la dictature, en montrant comment, point par point, nous y allons. Nous sommes dans une société qui est post-démocratique et sûrement pas démocratique. Et on avait envie de nourrir le débat d'idées. On ne roule pas pour des hommes politiques ou des femmes politiques. On n'a pas envie non plus de se faire récupérer par des gens qui pourraient dire « Ah bah tiens, à la bonne heure », puisque nous souhaitons le débat d'idées et que nous souhaitons promouvoir une espèce de plateforme, parce qu'il y aura une plateforme où tout le monde pourra s'expliquer, ou pourra intervenir en disant, voilà, moi je suis institutrice et j'ai des choses à dire, moi je suis, je sais pas, Toubib, moi j'ai des choses à dire parce que je suis policier, parce que je suis gendarme, parce que je suis paysan, je suis marin-pêcheur, et j'ai des propositions à faire parce que on fait des bêtises en matière de pêche française, par exemple, ou d'agriculture française, et on voudrait que ce soit une espèce de plateforme citoyenne, un parlement des idées qui soit perpétuel, où on puisse faire des propositions, faire un certain programme politique aussi, au bout du compte, et puis éventuellement contribuer au présidentiel. Ça, c'est évident que les présidentielles fonctionnent avec, comme on le sait, avec la rencontre d'un homme, d'une personne, d'une femme et d'un peuple. Eh bien, il faut que quelqu'un soit susceptible de porter un programme comme celui-ci, qui est la seule occasion de faire tomber ce que j'appelle le front populicide. Populicide est un mot qui existe chez Gracchus Babeuf, et les populicides, ce sont les libéraux de droite et les libéraux de gauche, les Maastrichtiens, pour le coup, tous ces gens qui ont voté oui à Maastricht en 1992, et qui disposent du pouvoir, et c'est le même pouvoir depuis plus de 20 ans. Donc, voilà des gens qui ont les pleins pouvoirs, qui ont la possibilité de salir des mots comme souverainiste, par exemple. Natacha a tout à l'heure pris des précautions sémantiques pour dire qu'elle allait, avec l'humour qui la caractérise, mais je veux dire pour dire qu'elle allait parler du protectionnisme et que c'était un gros mot. Les mots comme souverainisme, protectionnisme, État sont présentés comme des gros mots. C'est sidérant de pouvoir dire quelqu'un qui veut être souverain, c'est-à-dire mettre chez lui, finalement c'est un sale type, c'est un mauvais personnage, c'est un mauvais garçon. Donc il y a une espèce de domination de cette idéologie-là qui est infligée par des médias qui sont aux mains de quelques milliardaires. Très peu de gens possèdent la totalité de la presse française. Ils ont les médias écrits, ils ont les médias radio, télé, etc. Et on entend un même discours qui est le discours d'insultes et de mépris de gens qui disent mais est-ce qu'on pourrait pas débattre,
oui, vous avez les pleins pouvoirs avec votre projet maastrichtien, vous aviez promis plein emploi, il y a du chômage et de la misère, vous aviez promis l'amitié entre les peuples, il y a de la xénophobie et il y a du racisme partout, vous aviez promis des horizons radieux et on voit que finalement la paupérisation fait la loi. Bon, voilà, 25 ans après, ou 20 ou 25 ans après, votre idéologie triomphe sans partage. Vous êtes en train d'ailleurs de perdre les pédales et on découvre que des gens mettent sur pied des lois liberticides. Ça veut dire qu'effectivement, ils ont peur. Et je dis, il faut réunir ce peuple-là. Moi, je n'ai rien à faire avec les hommes politiques, avec les Philippot ou les Marine Le Pen qui arrivent en disant « Ah, la soupe est intéressante, on y goûte très bien ». Non, 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 ils n'y goûteront pas. C'est fait pour le peuple parce que les populicides qui ont existé, qui depuis des années disent au peuple « Mais on fait sans vous, on n'a pas besoin de vous. On fait de la propagande, on vous demande de voter. Si après la propagande, si la propagande a été bien faite, vous avez bien voté, il n'y a pas de problème, on dit que le peuple français a souhaité, a désiré, etc. » Puis si, en 1992 par exemple, et puis si en 2005 avec les traités européens, la propagande est toujours aussi bien faite, mais les gens ont compris que finalement on leur avait vendu une marchandise avariée, donc ils se mettent à lire le traité européen, ils deviennent tous des juristes, et c'est aussi le génie du peuple de pouvoir dire, mais attendez, nous on a lu ce traité, moi je suis allé dans des réunions, j'ai vu des gens qui avaient stabiloté des choses, on a mis il y a ceci, mais il y a cela dans ce traité européen. Les gens votent massivement contre le traité européen, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, vous l'aurez quand même. 2005, ils ne veulent pas de la formule libérale de l'Europe. On dit qu'ils ne sont pas européens, bien sûr, puisque l'Europe, ce serait l'Europe libérale, point à la ligne. Non, il y a des Europes diverses et multiples. Tout le monde est européen. Stéphane, Simon et moi-même sommes européens. Les amis de l'équipe sont tous européens. Simplement, on peut vouloir une autre Europe. Et donc, les gens ont compris que si, effectivement, quand ils s'exprimaient dans un référendum, on allait leur dire, bah, vous avez mal voté cette fois-ci, eh bien, on va bien voter à votre place, on appelle le Congrès, et les gens qui sont censés vous représenter, députés, sénateurs, eh bien, ils vont voter contre vous, contre vous. Et en 2008, on a eu le traité de Lisbonne, le président Giscard d'Estaing, on connaît ses options politiques depuis toujours, avait fait savoir dans Le Point que le traité de 2005 et celui de 2008, c'était la même chose, que pour la forme, ils avaient changé, déplacé quelques virgules, changé des paragraphes, interverti des paragraphes, mais que c'était exactement la même chose. C'est un coup d'État. C'est-à-dire que quand un peuple dit sur le mode référendaire « nous ne voulons pas de ce traité-là » et qu'on lui dit « tu l'auras quand même 3 ans plus tard » et que les députés montrent que finalement ils n'ont aucun souci du peuple, j'appelle ça un front populicide. Donc évidemment, le front populicide, il a donné quoi? Il a donné que des gens se sont désintéressés de la politique politicienne. Mais ils l'ont fait au nom de la politique au sens noble du terme. Ils ont juste dit, c'est plus la peine de nous faire nous déplacer pour aller voter, si nos votes de toute façon, vous les jetez à la poubelle quand ils ne vous plaisent pas. Et si vous êtes dans la propagande perpétuelle pour nous expliquer qu'un souverainiste ou un patriote ou un protectionniste, ce sont des nazis, des fascistes, Adolf Hitler, etc., etc. Je vous rappelle quand même qu'entre les 2 tours, quand Emmanuel Macron a tout fait pour se retrouver en présence de Marine Le Pen, il est allé à Oradour-sur-Glane et il est allé au mémorial de la Shoah pour nous faire savoir que le dimanche suivant, on aurait le choix entre Adolf Hitler et lui-même, Jean Moulin et le général de Gaulle en même temps. C'est de la propagande. C'est de la propagande. On aime ou on n'aime pas Marine Le Pen, mais si Marine Le Pen et Adolf Hitler et Oradour-sur-Glane, c'est la même chose, et la Shoah aussi, alors qu'on l'interdise, qu'on l'emprisonne, qu'on interdise son parti, qu'on pourchasse les gens qui votent pour elle, on ne peut pas tout faire pour qu'elle aille aux portes du pouvoir, et puis après nous faire savoir que c'est la Shoah et que ça sent Oradour-sur-Glane. Donc les Français ont compris tout ça, le peuple n'est pas crétin. Il a juste compris qu'effectivement, on se moquait de lui, qu'il n'y avait plus de démocratie, qu'on instrumentalisait le Front National parce qu'on le pousse jusqu'au bout, et au bout du compte, on dit, vous n'avez le choix contre l'intelligence et la barbarie, vous n'avez le choix contre le cercle de raison, comme disent Alain Minc, Attali, etc. Et puis la barbarie nazie de Marine Le Pen. Ça y est, ça marche plus. Les gens ont cessé de croire à ce genre de choses. Donc il faut faire front, et en ce sens, c'est pour ça que nous avons utilisé ce mot-là, et il faut le faire avec le peuple, en disant, mais tous ceux qui sont partis à la pêche, qui n'ont plus voté, qui ont voté n'importe quoi, ils ont envie de continuer à faire de la politique, au sens gaullien et gaulliste du terme. Le général de Gaulle, quand on lui dit non avec un référendum, il s'en va. Quand il perd des élections, il s'en va. Et toute notre oligarchie politique depuis des années, quand elle perd les élections, elle reste. Et vous avez Mitterrand une cohabitation, vous avez Mitterrand une 2e cohabitation, vous avez Chirac une 3e cohabitation. Mais non, on s'en va. Ça veut dire que le peuple ne veut pas de ces gens-là. Donc ce peuple a compris qu'il y avait un front populicide, que ce peuple... Vous m'entendez? Oui. On entend, mais on a perdu la caméra. Il n'y a plus d'image, c'est pas grave. Ce peuple, il a bien compris effectivement que
on se moquait de lui et nous voudrions, nous, sur le principe du Front populaire, parce que j'aime bien cette gauche qui a le souci du peuple et qui n'a fait couler aucun sang. Il n'y a pas eu de guillotine en 1936, et il n'y a pas eu non plus de tribunaux révolutionnaires, il n'y a pas eu d'équivalent de Fouquier-Tinville. Donc on avait envie de cette double référence. Le Front populaire, ce sont pour beaucoup de gens les congés payés, c'est-à-dire le souci des plus petits, des plus simples, des plus modestes. Et notre Front est populaire pour faire face au Front populicide et pour rassembler non pas tous les partis souverainistes, mais tous les gens qui se reconnaissent dans l'idée souverainiste en se disant si nous faisons front, nous sommes susceptibles de recouvrer un pouvoir sur nous-mêmes et à ce moment-là de décider d'une politique qui entrerait, et je reprendrai plein d'idées de Natacha, mais qui entrerait dans un projet politique dans lequel on pourrait retrouver l'esprit de la Gironde, l'esprit du communalisme, l'anarchie positive de Proudhon, la possibilité de dire aux paysans dans les campagnes on va faire de l'agriculture autrement, aux pêcheurs on va faire de la pêche autrement, on va s'occuper de nos anciens autrement. C'est pas possible ces usines à crever que sont les EHPAD là, c'est pas possible. Donc il faut effectivement un projet aussi qui nous permettrait de dire on va repenser nos anciens avec des possibilités qui ne feraient pas de ces endroits-là des endroits qui coûtent un prix fou, où on donne un café au lait et un boudoir à 16 heures aux anciens. C'est honteux. Donc tout est à refaire. Je pense que si tout est à refaire avec des gens de bonne volonté, on peut mobiliser un peuple. Et le Front populaire, c'est ça. C'est aussi une métaphore militaire qui consiste à dire, allez hop, on se moque de savoir si l'idée est de droite, si l'idée est de gauche, si elle est bonne, si elle est juste, on y va. Natacha. Donc, matériellement, après, ça prend la forme d'un MOOC, c'est trimestriel. Il y aura une plateforme qui permettra aux gens justement de nourrir ce projet populaire. Et ça marche très bien, puisqu'on n'a encore pas démarré, qu'on a un afflux de gens qui s'abonnent. Et c'est bon signe, avec plein de gens qui nous disent on a le bonheur de croire encore à quelque chose comme un projet. Natacha, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose sur cette idée de faire de la politique sans forcément entrer dans la politique politicienne? De toute façon, je pense que nous faisons tous de la politique parce que nous sommes des citoyens. Et moi, il y a une de mes phrases qui est préférée dans ce qui est sans doute le plus beau texte jamais écrit sur la démocratie, qui est le discours aux morts de Périclès dans la guerre du Péloponnèse. Périclès, pour expliquer aux citoyens d'Athènes pourquoi ces gens sont morts, pourquoi ils se battaient, il fait un éloge de la démocratie. Et il a cette phrase, il dit « Nous sommes les seuls à penser qu'un homme ne se préoccupant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. » C'est-à-dire que c'est brutal pour nos oreilles modernes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie sans des citoyens impliqués. L'indifférence, ça ne permet pas de faire vivre la démocratie. Pourquoi? Parce que nous avons besoin justement de l'engagement des citoyens, sinon une caste prend le pouvoir. Et c'est ça aussi qu'il faut analyser dans tout le processus néolibéral qui s'est mis en place depuis 40 ans, c'est le fait que vous avez des élites qui, petit à petit, se sont donné les moyens de ne jamais perdre le pouvoir. Le fait qu'en France, la société soit bloquée, le fait qu'il n'y ait pas de renouvellement de ce qu'on appelle les élites. En fait, il y a des élites dans chaque strate de la société, mais de celles qui dirigent, eh bien ça a bloqué totalement la démocratie représentative. Quand vous avez une majorité de citoyens qui ont l'impression que de toute façon, jamais ils ne seront du côté des représentants, qu'ils seront toujours du côté des représentés, ça n'est plus la démocratie. Donc il faut remettre tout cela sur le tapis et reconstruire un système qui réimplique chacun, qui donne à chacun l'impression que ce pays, il en est une part essentielle, lui citoyen, et qu'il participe à la vie politique à chaque échelle, encore une fois, à l'échelle communale, à l'échelle départementale et régionale et à l'échelle de la nation. Et donc, ça nécessite de penser les institutions, ça nécessite de penser l'organisation territoriale et ça nécessite aussi de reconstruire la possibilité pour chacun de vivre une ascension sociale, c'est-à-dire que le rôle de l'école est absolument essentiel là-dedans. Mais pour terminer, pour laisser de la place aux questions, juste, nous faisons tous de la politique et heureusement. D'accord, merci. Alors, Célia a une question qui va pouvoir rebondir sur le raisonnement que vous étiez en train de faire, Natacha. Elle se demande s'il ne peut pas y avoir un lien entre le néolibéralisme qui se pratique aujourd'hui et ce qu'on a décrit récemment dans Marine comme un centrisme autoritaire.
est-ce que, à la faveur de cette crise, le pouvoir actuel pourrait, selon vous, Michel et Natacha, selon la question de Célia, s'accentuer dans une forme d'autoritarisme? Oui, alors là, on joue beaucoup avec les concepts. Moi, je pense qu'il y a des choses intéressantes aussi dans le libéralisme. Je ne pense pas que l'idée que le marché doive faire la loi, ça puisse être un horizon indépassable. Et ça, je combats ça et je le combattrai toujours. Mais il y a dans le libéralisme cette croyance dans la puissance de l'individu, dans l'originalité de l'individu, dans les découvertes possibles de l'individu, la responsabilité, l'esprit d'initiative. Il y a plein de gens qui sont capables d'inventer des choses. Et ça, le libéralisme, dans son sens premier, le permet. Vous voyez d'ailleurs comment aujourd'hui, quand on a des idées un peu intéressantes sur un sujet, la fabrication par exemple artisanale de masques, eh bien on vous dit ah là là, bureaucratie, administration, l'État, etc. Donc desserrer un peu cet État qui est un État qui punit, un État policier, ça me paraît extrêmement intéressant, et puis rendre possible, c'est tout à l'heure, rendre désirable un État qui rendrait possible la création, l'initiative, l'esprit de liberté, cette idée que des jeunes ont des envies et que si ils ont envie de financer ces envies et qu'ils vont chez un banquier leur dira mais non, pas du tout, pas prêter de l'argent, moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de perdre de l'argent. Si ça marche et que vous faites des bénéfices, venez me voir et on vous ouvrira un compte, mais en attendant, on va pas financer votre originalité, votre singularité. Donc je pense qu'il faut, dans cette perspective-là, restaurer les valeurs libérales de l'initiative, de la prise de risque, de l'invention, de l'inventivité, de la possibilité de dire allez, je crée quelque chose et puis on va voir ce que ça va donner. Et à ce moment-là, on décrasse un peu ce concept-là. Il y a des choses très intéressantes chez Gaspard Koenig, par exemple. On n'est pas d'accord sur tout, mais Gaspard lit, écrit, travaille, pense, va sur le terrain, et c'est très roboratif de pouvoir lire son travail parce que il restaure cette puissance de l'individu. C'est un libertarien, hein, c'est donc pas un libertaire, et moi je suis plutôt un libertaire, mais on peut s'entendre avec des libertariens si on rend possible le génie des gens, le génie du peuple, de dire aux gens mais vous avez probablement des potentialités, libérez-les ces potentialités, et puis l'État est là pour vous aider, non pas du tout pour vous dire on va pas vous aider, on n'est pas là pour ça, on est juste là pour faire de l'argent. Vous voyez bien comment les assureurs, ils assurent tout sauf les sinistres, hein. Le jour où vous arrivez un sinistre, il y a toujours un alinéa qui rend impossible le remboursement de ceci ou le remboursement de cela. Donc il faut une société de la prise de risque, il faut une société de l'inventivité, de la créativité, et c'est aussi comme ça qu'on fabrique une nation d'ailleurs, pendant que le libéralisme que nous voyons est un néolibéralisme autoritaire. Et pour le coup, un libéral, c'est quelqu'un qui dit on laisse faire, et avec les avantages et les inconvénients. Alors que là, on a tous les inconvénients du libéralisme et aucun avantage. Les avantages m'intéressent, mais sûrement pas les inconvénients, puisque les inconvénients, c'est que ce libéralisme-là, il vous est imposé. C'est quand même sidérant. Toute cette presse qui nous dit que le libéralisme est formidable et qui en même temps n'existe que parce qu'elle est subventionnée. C'est formidable. Tous ces gens qui nous disent ah là là, les salauds de la CGT, du PC, les gauchistes, les gauchos, etc. Et puis qui en même temps reçoivent l'argent des contribuables pour que leur journal leur permette d'imprimer ce genre de choses. Donc il y a un moment donné où il faut dire oui à la liberté, je défends la liberté, mais défendons-la vraiment pour faire de telle sorte qu'elle ne soit pas brimée par un État autoritaire libéral. Espèce de paradoxe. On peut jouer sur le principe du libéralisme au XVIIIe siècle, c'est-à-dire libérer les potentialités de chacun. Demandons à l'État de faire de telle sorte que ce ne soit pas la loi de la jungle, c'est nécessaire, il y a les deux, mais l'État ne doit pas arriver comme quelque chose qui imposerait une espèce de libéralisme avec les principes d'une méthode autoritaire. C'est ça qui est assez sidérant. Oui, je pense que, Marianne est un journal qui a toujours, et je pense que c'est essentiel, distingué libéralisme et néolibéralisme. Parce que l'escroquerie, elle est là. L'escroquerie, elle est utilisée par tous les penseurs de ce système. Elle consiste à dire, dès que vous critiquez ce système, vous êtes pour la collectivisation des moyens de production. Comme s'il n'y avait aucune alternative autre que soit le néolibéralisme tel qu'on le voit, qui est en fait la dérégulation absolue, le libre-échange, la division mondiale du travail, et sinon, on est pour la collectivisation des moyens de production. Or, en effet, le libéralisme, on peut discuter vraiment en rentrant dans les détails profondément sur les problèmes que pose anthropologiquement, philosophiquement le libéralisme, puisqu'il part de se présupposer d'un individu autonome, responsable, qui agit en fonction de son intérêt particulier, et ça peut être contestable. On peut débattre sur les liens, le don, le contre-don. Il y a des gens qui font ça absolument magnifiquement. Mais une chose est sûre,
Le libéralisme, ce n'est pas le néolibéralisme. Et quand j'évoquais tout à l'heure le fait que le néolibéralisme s'appuie sur une concurrence déloyale, c'est le contraire du véritable libéralisme. Le néolibéralisme, il fonctionne sur la constitution de monopoles absolument gigantesques, il fonctionne sur l'abus de pouvoir et sur la concurrence totalement faussée. Donc on est dans l'escroquerie totale. Or, on s'aperçoit que les tenants de ce système, finalement, peuvent très bien exister avec une structure autoritaire de l'État. Ça marche très bien, la Chine nous le montre, mais le premier à avoir essayé ça, c'est Pinochet, c'est-à-dire les Chicago Boys qui sont venus conseiller Pinochet, ils étaient ravis, ils trouvaient que c'était formidable le régime de Pinochet. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir coexistence entre cette dérégulation totale et une dérive autoritaire du pouvoir. Alors nous, quand on a fait une de Marianne sur Macron et le centrisme autoritaire, en fait, c'était ça dont on parlait. C'était pas d'un centrisme au sens du centrisme des centristes valoisiens ou vous voyez de ce genre de choses. Pas du tout. C'est le centrisme au sens où c'est la jonction des libéraux de droite et des libéraux de gauche dans ce néolibéralisme. Et on s'aperçoit qu'il y a une tendance autoritaire des gens qui veulent absolument maintenir à tout prix ce système, mais parfois pour les meilleures raisons du monde et parce qu'ils sont persuadés que c'est le meilleur et qu'ils vont faire le bonheur des peuples malgré eux. En fait, ils trouvent que tous ces gens qui ne comprennent pas que ce système est merveilleux et fonctionne bien, il faut le leur imposer parce que visiblement, ces gens ne sont pas dignes d'exercer leur souveraineté. Et on en revient toujours à cette question-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est de savoir si on peut renverser ce système et comment on peut le faire. Or, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelque temps, on voit surgir des insurrections par le vote. C'est à la fois 2005, c'est le Brexit, où on a des citoyens qui se saisissent de tout ce qui passe à leur portée pour cogner sur ce système. Et on a aussi d'autres types d'insurrections symboliques. Les Gilets jaunes en ont fait partie, avec cette dimension intéressante qui est qu'au départ, cette révolte des Gilets jaunes était totalement, avait évacué toutes les questions qui d'habitude cristallisent les débats, qui sont les questions ethniques, toutes les questions sur l'immigration, c'est-à-dire en fait tout ce qui fracture un véritable bloc populaire, et au contraire avait ressurgi la question sociale. Et cette question sociale et cette demande de souveraineté et de démocratie peut potentiellement rassembler l'ensemble des classes populaires et des classes moyennes qui sont actuellement écrasées par ce système. C'est cela qu'il faut tenter de ne pas étouffer, c'est-à-dire cette possibilité d'une fin de la fragmentation, parce qu'en fait il y a des logiques de fragmentation qui sont mises en place parce que le système néolibéral fonctionne là-dessus, c'est-à-dire qu'il a besoin de fragmenter, il a besoin de créer une sorte de marché idéologique qui permet que jamais les perdants de ce système ne se rejoignent pour le renverser. Et c'est donc tout cela qu'il faut penser pour essayer de proposer d'autres solutions. D'accord. Bon, alors, on a beaucoup de questions, notamment sur la loi Avia. Est-ce que vous auriez un avis sur cette loi, Michel et Natacha? Est-ce qu'elle entre dans un calendrier plus global, qui est celui du gouvernement en place? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Michel, peut-être? Je voudrais rebondir sur ce que dit Natacha justement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un État libéral autoritaire et que cet État libéral autoritaire contrôle les informations. Il a l'intention de contrôler les informations. C'est-à-dire que récemment, il nous faisait savoir qu'il y aurait un site gouvernemental pour nous dire ces informations sont validées et celles-ci ne le sont pas. C'est-à-dire on dira finalement vous avez une censure qui nous permet de dire au pouvoir mais ce que ce journal-là a dit c'est très bien. En revanche ce que ce journal-là a dit ça n'est pas bien du tout. Donc on voit bien effectivement que les journaux qui sont déjà dans l'optique du pouvoir, qui défendent l'option maastrichtienne finalement, diront la vérité, pendant que les autres évidemment diront l'erreur. Donc de fait il y a un contrôle assez terrible sur les contenus idéologiques chez ces gens qui ne veulent pas du débat.
qui sont dans l'insulte. C'est-à-dire que quand on s'en va, je rappelle cette chose, je veux dire, quand on s'en va entre les deux tours, visiter Oradour-sur-Glane et faire référence à la Shoah pour dire n'oubliez pas de bien voter, on n'est pas dans le débat. On n'est pas dans le débat. On est dans une espèce de négationnisme historique, parce que si effectivement la Shoah plus le Oradour-sur-Glane égale Marine Le Pen, alors c'est pas si grave que ça, la Shoah. C'est ce qu'il faudrait conclure. Donc ça n'a évidemment aucun sens. Donc ils ne reculent devant rien, ces gens-là, mais ils reculent devant le débat. Devant le débat, devant l'échange, devant la discussion, devant la possibilité de défendre des idées qui ne sont pas les leurs, on les voit d'un seul coup sortir leur censeur et sortir leur milice. Moi, je me souviens très bien qu'à une époque, le journal du dimanche avait repris l'information, il y avait un Sylvain Faure, je crois, qui était la plume du président à l'époque, et il avait fait savoir que le président de la République en avait assez des Zemmour, Finkielkraut, Onfray, etc., et qu'il allait réfléchir à une riposte. Il avait d'ailleurs annoncé le nom, je crois, d'un Nora, j'oublie son prénom, mais Pierre Nora, et puis de Michel Serres, à l'époque, feu Michel Serres. On se dit, mais est-ce que le président de la République, qui avait à l'époque un état de grâce, qui avait l'État pour lui, qui avait la totalité des médias pour lui, qui avait l'Assemblée nationale pour lui, qui avait le Sénat pour lui, il avait tout pour lui, et il n'acceptait pas l'idée que 2 ou 3 intellectuels puissent ne pas être d'accord avec lui. Pour quelqu'un qui s'en vient dire que c'est un homme de lettres, la NRF lui ouvre ses colonnes, il se fait photographier dans sa photo officielle avec 3 volumes de Pléiade, un Stendhal, un De Gaulle, un Gide, pour nous dire que c'est un homme de lettres, qu'il adore le théâtre, que c'est un homme de culture, qu'il aurait été l'assistant de Paul Ricoeur. Mais alors débattons pour le coup, et arrêtons d'insulter les gens. Le souverainisme n'est pas une bonne chose. Eh bien, arrêtez de dire que les souverainistes sont des nazis qui veulent instaurer des barbelés partout. Le protectionnisme n'est pas une bonne chose. Arrêtez de croire que finalement on se comporte comme Adolf Hitler ou Franco. Il y a un moment donné, on a envie de dire, est-ce qu'on pourrait débattre sans qu'obligatoirement l'argument de la réduction ad Hitlerum, comme on dit, ne surgisse. C'est toujours ça, l'utilisation des Juifs pour nous dire en gros que si on vote mal, c'est la Shoah qui nous attend. On s'est dit non, si on veut combattre Marine Le Pen, on combat ses idées, elle en a même qui sont parfois assez contradictoires. C'est suffisamment facile pour dire qu'effectivement ce trajet a été divers, multiple et ondoyant, pour en faire la critique sans que pour autant on puisse l'assimiler à Oradour. Moi je pense à la mémoire des Juifs et je me dis mais comment peut-on tolérer ça ? Comment peut-on tolérer cette prise d'otage de la Shoah juste pour des pratiques de politique politicienne ? Donc il n'y a pas de débat. Les gens s'insultent, les gens s'agressent, les gens ne se respectent pas, les gens ne s'écoutent pas, pour une bonne raison, c'est que le marché fait la loi et que vous faites la loi, vous pouvez satisfaire le marché, vous faites de l'audience, si vous faites de l'insulte. On sait très bien que les émissions de télévision ont cette envie de vous pousser dans le fossé, de vous faire sortir la petite phrase qui va être reprise, qui va faire polémique, qui va faire enflammer les réseaux sociaux. Ça, c'est le libéralisme. Et il faut faire tourner la machine parce qu'il faut vendre un certain nombre de produits. Mais le débat devrait être une partie constitutive de la démocratie. On devrait pouvoir dire je ne suis pas d'accord avec vous, je respecte vos idées, je ne les caricature pas, et c'est parce que je ne les caricature pas et que je les respecte que je les critique. Et on peut mettre de l'humour, on est au pays de Voltaire, on peut mettre de l'ironie, on peut mettre des choses un peu gargantuesques, on est aussi au pays de Rabelais, on peut y mettre de la subtilité, on est aussi dans le pays du XVIIe siècle français. Et puis, débattons intelligemment. Ce libéralisme-là n'accepte pas la confrontation, n'accepte pas d'échanger des idées, il n'a que l'insulte à la bouche, que le mépris, et puis toujours cette idée, Vichy, Le Pen, le fascisme, les camps de concentration, etc. Jamais les camps de la mort, de l'Union soviétique. Là, il n'y a aucun problème, jamais le goulag, il y a une espèce d'extraterritorialité, c'est-à-dire on peut faire l'éloge de Castro, de Robespierre, de Marat et des Jacobins et de la terreur et de la guillotine, et là, il n'y a aucun problème, on peut parler. Si en revanche on est Marine Le Pen et qu'on n'a jamais dit que Brasillac était un grand auteur ou que Rebatté était un personnage excellent ou que Céline était un personnage qu'on goûtait particulièrement, c'est pas grave, on a estimé qu'il y avait le bien, le mal, et que si on ne donnait pas les bons discours, ou si on ne tenait pas les bons discours, eh bien, on était interdit de journaux, ou voire méprisé. Moi, il y a des émissions où on ne m'invite pas, et quand on m'invite, c'est systématiquement pour m'agresser. Il y a d'autres individus qu'on invite, et quand on les invite, c'est pas pour les agresser, c'est pour leur permettre de développer leurs arguments. Donc, je pense que cette loi Avia, elle est terrible, parce que d'un seul coup, l'État contrôle l'information et nous dira ce qui est la vérité et ce qui est l'erreur. On est franchement, je disais tout à l'heure, on est franchement chez Orwell.
Juste un mot et après on passe à d'autres questions pour que les gens puissent Oui, en je suis poser, bavard, parce que en plus je rejoins ce que dit Michel sur une grande majorité de points. Juste un mot, je pense qu'il y a une dimension extrêmement importante du néolibéralisme qui est alors ce qu'on appelle dans un mot très très savant l'épistocratie. Et en fait l'épistocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire le gouvernement des experts. C'est-à-dire qu'on vide le politique de sa substance et on considère que en fait, il y a une bonne gouvernance et qu'il y a des gens qui savent. Et puisqu'il n'y a pas d'alternative, puisque quand on sait, on est d'accord avec le système néolibéral. C'est en ça que c'est totalitaire, en fait, que c'est potentiellement totalitaire. C'est que c'est un système qui n'accepte même pas une pensée autre, puisqu'il ne peut pas y avoir d'alternative et que ceux qui pensent différemment, soit sont des salauds, soit sont des ignorants. Donc, et c'est en cela que ce n'est pas démocratique. Et ce gouvernement des experts, il nous a été montré sous un jour très favorable. C'était ces jeunes énarques en costume cravate, matinés d'un peu de connaissances littéraires, parce que quand même il en faut, mais une sorte de vernis. Mais derrière, des gens qui sont efficaces, qui pratiquent la bonne gouvernance. Et c'est cela qui est profondément dangereux, parce que ça nie le principe de la démocratie, qui est que le citoyen décide par lui-même, éclairé par les experts. Et donc le citoyen correctement éduqué, qui a bénéficié de cette éducation que lui doit la puissance publique, est capable de comprendre les discours des experts et d'arbitrer, surtout quand les experts ne sont pas d'accord entre eux. Et on a bien vu, notamment dans cette crise, que les experts, ceux qui savent et qu'il faut absolument écouter, parfois, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Et donc, il faut que le politique arbitre, et le politique, c'est avant tout l'émanation des citoyens. Voilà, mais on peut passer à d'autres questions pour que les gens puissent... Alors, puisqu'on arrive à peu près au terme de cet échange, on a une question de Lionel qui, face au constat de tous ces éléments assez négatifs, vous demande si vous n'avez pas, une leçon, quelque chose de positif à retenir de cette crise. Bien sûr. Ben oui, je vais laisser parler Michel, mais oui, bien sûr. Alors attention, on a l'air négatif, mais non. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on vient de dire l'un et l'autre, c'est au contraire très positif, dans la mesure où, au fil de nos critiques, nous avons construit une vision autre. Nous avons défendu des choses positives. Quand on se bat pour la démocratie, moi, pourquoi j'insiste à ce point sur la question démocratique? C'est parce que justement, je pense que c'est ça qu'on voit aujourd'hui surgir et que c'est comme ça que ça va se reconstruire. On est là pour parler du monde d'après, mais le monde d'après ne peut pas être autre que le monde d'avant s'il n'est pas véritablement démocratique, c'est-à-dire si ce ne sont pas les citoyens qui reprennent le pouvoir, parce que on a bien vu dans ces crises, dans la crise des gilets jaunes, dans la crise du coronavirus, on a vu que la plupart des citoyens, quand ils exercent leur bon sens, ont envie d'un monde dans lequel on prenne en compte l'urgence écologique, qu'on tienne compte de la disparition des espèces qui est absolument tragique, parce que de fait, l'agriculture industrielle, l'hyperconsommation, tout cela est en train de détruire la possibilité même de vivre correctement sur cette planète. Cette crise du coronavirus aura peut-être un effet positif dans le sens où beaucoup de gens ont redécouvert le temps long, ont redécouvert la conscience de leur finitude et donc de ce qui doit être essentiel dans une vie. Il y a toutes ces choses-là sur lesquelles il faut s'appuyer pour changer tout ce qui doit l'être. Et selon des propositions qu'on a fait, on a parlé de démocratie locale, on a parlé de revenir sur cette mondialisation néolibérale. Donc il y a des tas de choses qui sont possibles. Ça ne le sera que en se battant pour modifier les institutions, pour mener un combat qui soit un combat idéologique, pour qu'on arrête de diaboliser toutes les idées qui relèvent justement de la souveraineté, de la démocratie, du retour du pouvoir au peuple au sens large, c'est-à-dire que le peuple, ça n'exclut personne, c'est le peuple en tant que citoyen assemblé, tous autant que nous sommes, avec toutes nos voix et toutes nos différences, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aussi le conflit civilisé, c'est-à-dire qu'on discute, on n'est pas d'accord, et c'est la démocratie qui arbitre, c'est la majorité, et cette majorité ne vaut que quand elle est, quand elle se recompose sur chaque problème,
Tandis que quand c'est toujours la même majorité composée contre des minorités, ça marche pas non plus. Donc voilà, il y a des tas de choses à inventer. Ça ne peut se faire qu'en tenant compte des questions environnementales, des questions sociales et donc de la question démocratique. Merci. Michel, votre réponse fera guise de conclusion. Ah moi, je pense que ça a été un révélateur au sens photographique du terme, cette crise. C'est-à-dire que depuis des années, moi, je défends ces idées-là, et puis on est minoritaire. Et d'un seul coup, la démonstration est faite que ces idées-là sont justes. C'est-à-dire, effectivement, notre manque d'autonomie, notre incapacité à faire face, l'absence de masques, l'absence de tests. Il y a en Normandie une start-up qui dispose d'un test. Je vois pas pourquoi l'État n'aurait pas les moyens. Enfin, je ne vois pas pourquoi, je vois bien pourquoi, mais je veux dire, on aurait la possibilité de dire, eh bien voilà, on va avoir de quoi tester massivement, etc. Il y a donc une découverte de choses essentielles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chef, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de chef de l'État, que cette Europe qui nous disait superpuissance, on est là, on vous protège, etc., elle est totalement inexistante, que chaque pays a finalement fait sa politique, a mené sa politique indépendamment des autres et parfois même contre les autres, qu'on a laissé terriblement tomber l'Italie, par exemple, qu'on s'est mal comporté avec l'Italie, et puis que certains ont géré la crise mieux que d'autres. On voit qu'en Allemagne, il semblerait que ce soit meilleur. Donc les gens ont découvert effectivement cet effondrement de l'État maastrichtien, et en même temps, ils ont découvert quelque chose qui, pour le coup, permet d'être positif et optimiste, c'est-à-dire la puissance du petit peuple. Cette espèce de puissance du petit peuple qui est capable justement les caissières, les gens qui font les achalandages, les routiers qui déplacent toutes ces nourritures qu'il faut mettre dans les magasins, les gens qui nettoient, qui balayent, les infirmières, les personnels soignants, tous ces individus, les gens qui conduisaient ce qui restait de train ou de tramway, etc. On se dit, mais regardez, tout ce petit peuple qui a été capable de prendre la politique en main, en disant ce grand État, cette espèce de Moloch maastrichtien a été incapable, il montre son incapacité tous les jours, et là vous aviez des petites mains qui faisaient de telle sorte que le pays pouvait continuer. Des gens qui ont fabriqué des masques, des gens qui ont donné des masques, des gens qui se sont mis en relation avec des paysans, des jeunes agriculteurs qui font des choses propres et qui ont pu faire de la cuisine, qu'on a distribué des plats cuisinés, qui se sont trouvés distribués à des infirmières ou à des médecins quand ils sortaient des CHU. Et on s'est dit, mais regardez, où est le chef de l'État là? Où est l'État? Où sont les ministres? Où est l'État maastrichtien? Que fait l'Europe dans cette aventure? Donc on n'a pas vu de banquiers, on n'a pas vu de financiers, on n'a pas vu de juristes ou d'économistes, enfin, sauf à la télévision pour bavasser. Mais je veux dire, sur le reste, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire de telle sorte que la France tienne le coup? La France, elle a tenu le coup avec son peuple, avec son petit peuple. Et je pense que si ça peut donner confiance au peuple, qu'il puisse découvrir qu'effectivement que le roi était nu et que s'il veut devenir roi, il peut le devenir. D'accord. Je vous remercie, Michel. Je vous remercie, Natacha. Je vais aussi remercier Étienne et puis Eliane, qu'on ne voit pas, mais Merci à vous. Qui est à la technique. Et puis, je vous remercie à vous tous de nous avoir écoutés pour vos questions. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il y en avait énormément et on manquait de temps, mais je vous remercie en tout cas pour votre écoute. On recommencera. Bien sûr. Ah oui, on recommencera, bien sûr. Merci beaucoup. Avec plus de questions, plus de participation. Voilà. C'était une première. C'était notre première conférence post-Covid, c'est-à-dire en expérimentant un outil qui est un outil génial et qu'on va améliorer en apprenant à l'utiliser mieux pour que tout le monde puisse vraiment se sentir participant de ces conférences. Merci beaucoup, Michel. Et merci à vous. À vous tous. Au revoir.